C'est l'une des plus jeunes pensionnaires de la comédie française, l'une des plus talentueuses et l'unique métisse de cette troupe de théâtre réputée. Comédienne mais aussi metteur en scène, rien ne résiste à sa volonté, à son travail, à son talent et à sa beauté. C'est une future grande qui vient nous rendre visite dans Il ne faut jurer de rien, Léonie Simaga. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée et dévouée consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à tous ces univers, sans frontières, sans tabous. Je ne vais pas vous laisser tomber cet été, pendant les vacances. Chaque semaine, une émission différente, jusqu'à la rentrée, évidemment, pour une nouvelle saison d'un monde de bulles. Aujourd'hui, pléthore d'invités et d'artistes exceptionnels. Et on va commencer avec Didier Chris. Didier, exposition à la Galerie Maguen, notamment pour la sortie du nouvel Atalante, que du bonheur. Et oui, surtout que ça faisait 4 ans au moins que les gens attendaient la suite. Et puis là, maintenant, ça y est, elle est là. Puis elle est affichée un peu partout dans Paris. Donc ouais, effectivement, c'est beaucoup de bonheur, quoi. Tu persécutes tes fans quand même. Les 4 ans. Attends, c'est un petit peu long. Oui, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de scénarios. J'ai pas arrêté. C'est la bonne excuse, ça, non? Et en plus, là, il y a un album qui sort et il est à suivre. Pour la première fois, c'est vraiment un album à suivre. Donc, je prends rendez-vous avec tout le monde l'année prochaine, la suite sera. Bon, d'accord, ça c'est déjà une première bonne nouvelle. Alors, pour ceux, il y en a quelques-uns qui connaîtraient pas forcément ta série, celle-là en tout cas, Atalante. Quelle est l'histoire d'Atalante? Alors, l'histoire d'Atalante, c'est l'histoire de la seule femme qui a accompagné les Argonautes dans leur quête de la Toison d'Or. En fait, il existe plusieurs versions, mais celle qui m'intéressait, c'est celle qui disait que effectivement Atalante partait avec Jason, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est l'histoire d'une femme avec 50 fiers à bras qui a été parmi apparemment les 50 premiers pirates. Voilà, des vrais pirates. Normalement, c'était des pirates. Avec une sacrée bonne femme. Oui. Tu te souviens des débuts, des premiers croquis de cette Atalante, justement? Bien sûr, en fait, c'est parti d'une presque commande de mon éditeur qui voulait que je refasse de l'Heroic Fantasy et j'avais pas spécialement d'idée. Et parce que l'Heroic Fantasy, je trouve ça graphiquement très beau, très agréable à dessiner, mais c'est un petit peu pauvre et un petit peu crétin à raconter, quoi. Donc je cherchais vraiment un sujet qui pouvait être un poil intelligent, quoi. Et donc en cherchant, je suis tombé sur 2 héroïnes, qui étaient d'une part Atalante et l'autre c'était Luna, que j'ai mis entre les mains et entre le crayon de Nicolas Keramidas. Et donc, ouais, j'ai fait pas mal de recherches en lisant pas mal de bouquins sur la mythologie grecque. J'ai pas eu le coup de cœur tout de suite pour cette héroïne. C'est franchement quand je suis tombé sur un tout petit article qui disait que elle avait accompagné les Argonautes. Je me suis dit, ah là, il y a un coup à jouer. Ouais. Aujourd'hui, donc, nouvel album d'Atalante. Tu disais une histoire à suivre. Qu'est-ce qui va lui arriver à cette Atalante, justement? Eh bien, sous découvert d'une histoire pour tout public et même presque pour enfants, enfin, c'est plutôt tout public. C'est quand même une héroïne qui a pas mal de fêlures et de brisures dans sa vie. Je ne les montre pas encore et petit à petit, toutes ces fêlures vont remonter à la surface. C'est quand même une jeune femme qui a été reniée par son père, qui a perdu sa mère nourricière, une ours, devant ses yeux, tuée par des chasseurs, et qui est au courant que sa vraie mère la pleure. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à porter. Pour le moment, ça n'émerge pas encore, mais grâce à l'aide de 3 marraines qui sont des déesses, ça remonte petit à petit. Toutes ces fêlures, ces blessures, c'est pour ça qu'elle a un sacré caractère, c'est peut-être pour se protéger de tout ça. Oui, mais toujours pareil, quoi. C'est encore maquillé par le fait qu'elle a été élevée par des chasseurs. Donc c'est une vraie fille qui a été élevée à la dure, donc elle a un vrai tempérament.
Mais justement, ce tempérament va commencer à s'effriter petit à petit. Alors tu le disais Didier, on a attendu 4 ans Oui. pour ce nouvel Atalante, parce que tu as fait pas mal de scénarios, c'est vrai, pour d'autres séries. Le scénario, le dessin, ou les deux ensemble comme pour Atalante, quel est le plaisir aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu as le même plaisir, je sais pas, qu'il y a 20 ans par exemple, à dessiner? Oui, le plaisir, c'est de raconter une histoire. En fait, je me suis mis à dessiner pour raconter des histoires, parce que j'avais pas, peut-être toujours pas un talent particulier pour dessiner, mais je crois que je suis un vrai conteur, quoi. Donc, écrire pour moi ou pour d'autres, l'idée c'est surtout de faire un livre et de raconter une histoire, hein, du mieux possible. Donc, effectivement, j'ai toujours envie de raconter, quoi. Et dans les mois à venir, tu as envie de quoi? De dessin? De scénario? Dans les mois à venir, j'ai surtout envie d'être très vite à la fin du tome 5, pour pas laisser les gens sur cette fin qui est quand même un peu surprenante Ouais. pour moi. Donc très vite les rassurer, et puis après je réfléchirai à ce que je veux vraiment faire, quoi. Tu te rends compte justement, tu parles des gens, de tous ces lecteurs, qui sont plusieurs dizaines de milliers à chaque album. Quand on travaille, quand on est devant sa planche justement, est-ce qu'on y pense de temps en temps à ces gens qui ensuite seront chez eux dans leur vie avec ton album? Mais on y pense, mais enfin moi j'y pense, mais d'une façon bizarre. Ces gens, c'est une personne avec qui de temps en temps je dialogue. Et puis il prend plus ou moins la forme de quelqu'un qui vient en séance de dédicace et qui me pose des questions ou que j'essaye de rassurer. Donc voilà, donc effectivement je pense au public, mais je pense surtout d'abord à me faire plaisir, à raconter un truc qui moi m'intéresse, et justement quand je suis un petit peu inquiet, je dis à cette personne dans ma tête, mais si regarde, je fais ça parce que regarde, après ça va être comme ça. Donc j'essaie d'avoir malgré tout un dialogue avec eux, mais c'est un peu étrange, quoi. Bon d'accord. Bon Didier, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Écoute, bonnes vacances. Tu vas te Merci reposer beaucoup, quand même un petit peu, Oui, de cette bonne année. oui. Bon, et puis je te dis à très bientôt. À en très tout bientôt. cas, on va continuer nos aventures dans cette émission. On va vous parler de l'association Ariana. Ariana, c'est une association, c'est assez simple le concept. C'est éviter de rejeter l'autre, l'exclusion, aller vers l'autre. Et l'association Ariana a organisé une très grande soirée à Paris qui s'appelle Mix Art. Alors Mix Art, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on retrouve dans cette soirée des graffeurs, des comédiens et des auteurs de bande dessinée qui sont venus là pour la bonne cause. Thomas Carrettiera, notre aventurier de l'émission, s'est rendu sur place. C'est parti. This one's for you. Get it. Le regard des autres, le respect des différences, c'est le thème de Mix Art, une grande exposition pour promouvoir la diversité culturelle. 50 artistes ont été invités à croiser leurs regards sur ce thème. Avant de faire le tour de la France, leurs œuvres ont été exposées en avant-première dans la nef du Grand Palais. Le Grand Palais donc accueille pour la première fois d'abord la bande dessinée, que le graphe puisse fusionner avec la bande dessinée. C'est déjà merveilleux, que la musique qui va accompagner une performance tout à l'heure nous accueille, et c'est tellement symbolique que c'est un cadeau en fait pour tout le monde. Là, nous sommes 50 artistes. Demain, nous serons 500. Et en fait, chaque artiste coopte tous ses amis. Et en fait, c'est une espèce de message que l'on veut transporter comme une tache d'huile. Le message de paix, d'enrichissement par l'autre, de la connaissance. Le respect passe d'abord par l'autre. Et nous le traduisons à travers les arts. Car Mix Art, comme son nom l'indique, provoque une belle rencontre entre deux univers qui se côtoient rarement, le street art et la bande dessinée. Pour les graffeurs, c'est une petite consécration. On est tous arrivés avec notre style et notre manière de s'exprimer. Ça démocratise le street art et ça rend accessible notre univers au plus grand nombre, tout en restant nous-mêmes, quoi. Là, on s'éclate, on s'amuse.
Les auteurs de BD s'amusent eux aussi. Souvent, ils choisissent de confronter leurs personnages fétiches au racisme, des situations traitées avec humour. Mon idée, c'était un peu de renverser, si vous voulez. Au lieu que ce soit mes personnages qui accueillent des étrangers, encore une fois, entre guillemets, ce sont en fait des étrangers qui se demandent si vraiment mes personnages méritent d'être intégrés dans leur société. Donc voilà, ça me semblait intéressant parce que, effectivement, je pense que l'intégration, ça doit être un effort de part et d'autre. Je veux dire, ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent faire des efforts. Tout le monde doit s'intégrer. Mais s'intégrer, ça ne veut pas dire renier ses valeurs, évidemment. Mixart, c'est aussi un album. On y retrouve les dessins exposés et des textes sur la diversité culturelle. Un ouvrage dont les ventes contribueront à financer les actions de l'association Ariana. On continue nos aventures ici à la galerie Daniel Maguen pour cette émission en plein été. Il fait chaud, Fabrice. Hein. Il n'y a pas de climatisation ici, c'est un petit peu dur. Fabrice Médour, comment ça va? Ben, ça va plutôt bien. Très bel album, La geste des chevaliers dragons. Oui. Fabrice, comment tu es arrivé sur ce projet? Je crois qu'il regroupe à chaque fois un auteur différent. Hein. En fait, ils m'ont recruté. Je venais de terminer Arthur et les Minimoys chez eux, et puis je faisais quelques petites illustrations un peu sombres, puisque j'avais envie de faire quelque chose de très noir. Et Jean Vaquet, en fait, m'a dit qu'il voulait que je fasse le tome 8 de La Geste. J'avais envie d'une geste un peu spéciale, très sombre, très noire. Je voulais quelque chose de... Je voulais pas qu'on tue un dragon à la fin, ça m'intéressait pas. Et tout de suite, c'est parti sur le cœur des ténèbres de Conrad. Et on a fait une espèce de nouvelle sauce à notre manière, quoi. Pourquoi tu avais cette envie d'obscurité, Fabrice? Je sais pas, j'aime beaucoup ancrer très très noir en ce moment. J'aime bien ancrer très très noir, j'aime beaucoup l'ancrage, j'aime beaucoup faire quelque chose qui est dans les jeux de noir, dans les jeux d'ancrage de noir, ça, j'aime bien ça. Mais lorsqu'on ancre très noir, c'est qu'on cherche aussi la lumière. Ouais, ça c'est un peu facile. Ouais, non, c'est plutôt le plaisir du dessin. Après, le rendu, les effets, ça c'est quelque chose dont il faut se méfier. Mais c'est plutôt l'envie, le plaisir du dessin, le plaisir de dessiner, d'ancrer, de rendre des ambiances, d'essayer de rendre des ambiances, de rendre des moments, de rendre des événements. De partir dans une histoire. En plus, quand elle est écrite comme ça, mais bien sûr, c'est un grand plaisir de se laisser aller à dessiner ce genre d'histoire. Oui, tout à fait. Alors raconte-nous ta geste des Chevaliers Dragons. Ma geste des Chevaliers Dragons, c'est un personnage qui part à la recherche d'un autre personnage très emblématique de la geste des Chevaliers Dragons. Ce personnage-là, on en dit beaucoup d'histoires, on en raconte beaucoup d'histoires. Et voilà, vers sa recherche d'elle, elle va faire une espèce de fuite d'elle-même. Voilà, départ dans la folie ou pas folie, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe pendant ce voyage, pendant ce moment qui va arriver jusqu'à elle, qu'est-ce qui lui arrive, qui c'est ce personnage. Comment on situe temporellement un bouquin pareil? C'est dans une époque qui n'existe pas finalement. Oui, c'est du décalé, j'imagine un peu moyenâgeux, c'est du décalé, ça n'a absolument aucune rigueur historique. C'est pas compliqué justement pour toi en tant que créateur graphique de se dire où est-ce que je vais finalement? Mais disons qu'on a un peu travaillé au départ sur les décors que je voulais faire. Je voulais vraiment travailler sur des décors un peu à la Temple d'Angkor, voilà, où la végétation a envahi des choses anciennes. J'aimais bien cette idée-là aussi. Je voulais pas travailler sur une cité connue ou puis sur ce style d'histoire, on peut aussi partir sur des choses totalement personnelles, sans avoir à se référer à de l'architecture connue ou reconnue, ou un château connu ou reconnu. Alors, de nombreux personnages humains, et puis des sacrées bestioles, quelques monstres. Ces monstres-là, ils viennent naturellement, ils ont été nourris par tout ce que tu as pu voir depuis ton enfance, dans les films et tout ça? Non, pas dans les films. Enfin, en tout cas, moi, les films d'horreur, c'est pas trop mon truc. Par contre, oui, je suis un fan de La Première Heure de Bernie Wrightson, de La Foire aux monstres, de Frankenstein. Je suis un fou de son dessin, de son ancrage, justement très très noir. Et oui, justement, lui, il sait faire la lumière, il sait faire les zones d'ombre, il sait tout faire. Et c'est vrai qu'il est ma référence absolue. Je pense que Bernie Wrightson, avec d'autres aujourd'hui qui se sont greffés dessus, mais je pense que Bernie Wrightson,
Des dessinateurs comme Heinrich Kley aussi, qui était un dessinateur de presse, sont des gens référents pour moi, des grands référents pour moi. Pour créer un album sombre, est-ce qu'on doit se mettre dans une ambiance particulière? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai? Moi, je m'éclate, tout va bien. Non. Le dessin sombre, ça ne veut pas dire qu'on est sombre soi-même. Ancré noir, ça ne veut pas dire qu'on est noir soi-même. Aujourd'hui. Ça veut dire simplement que c'est vrai que c'est un réel plaisir d'ancrer avec beaucoup de densité, essayer d'en mettre de plus en plus. Tous les projets sur lesquels je suis aujourd'hui sont des projets qui vont dans ce domaine-là, dans ce sens-là, oui, sur l'envie de faire des ancrages les plus denses, j'espère les plus agréables possibles aussi à l'œil. Mais est-ce que ça veut dire que tu regrettes que l'album sorte en couleur? C'est vrai que en noir et blanc, ça aurait peut-être été agréable, mais je trouve que les couleurs de Stéphane Petros sont superbes. J'adore. En plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Donc, quand un coloriste en plus arrive à vraiment s'approprier ton dessin, à vraiment se sentir avec ton dessin, se sentir bien avec ton dessin, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, quoi. Qu'est-ce que tu cherches avant tout justement graphiquement dans le découpage? Est-ce que c'est une dynamique particulière, une émotion particulière? Je suis pas sûr d'être très fort en dynamique. Il y a d'autres auteurs qui sont très très forts dans la dynamique, dans la manière de raconter, de manière très lisible, on passe très bien d'une lignette à l'autre. Moi j'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un qui plante les choses assez lourdement, dans le côté gestuel, dans le côté un peu comics. Je pense pas être très fort dans ce domaine-là. Par contre, oui, j'ai l'impression que je pose peut-être assez lourdement, et j'ai envie que ce soit encore plus lourd. J'ai envie que ce soit que les scènes de décor, on soit dedans, qu'on se pose dedans, quoi. Alors, tu me parlais d'Minimoys. Aujourd'hui, c'est la geste des Chevaliers d'Oragon. Et demain, quelles sont tes envies à toi? Mais là, je signe un très gros projet chez Vent d'Ouest. En fait, c'est Tarzan. En fait, on va faire une histoire policière autour de Tarzan, double one-shot, scénarisé par Philippe Bonifay, donc qui a fait Zoo. Je suis sur d'autres projets qu'on me propose maintenant, qui ne sont pas signés, donc peut-être que c'est pas intéressant. Je termine le Ganara tome 3, donc qui sort en 2010, début 2010. Et en septembre, là, je sors aussi le tome 4 de l'Ultime Chimère chez Glénat, scénarisé par Laurent-Frédéric Bollet, avec qui aussi on a des projets de travailler ensemble. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'aime beaucoup travailler. Donc voilà, il y a des choses précises signées, donc comme Ganara, comme Tarzan. Puis il y a des choses qui sont en train de se discuter, de se réfléchir. Et voilà, j'ai plutôt envie de travailler avec les gens avec qui je m'entends bien, les gens que j'aime. Je trouve que c'est agréable de bosser avec les gens avec qui je m'entends. Tu es un auteur heureux. Très heureux. Et ça, c'est malgré la chemise noire. Mais je trouve que voilà, c'est pas parce qu'on est habillé en couleur qu'on est particulièrement gai, c'est pas parce qu'on est habillé en noir qu'on est particulièrement Exactement. Bon, merci à toi. Merci. En tout cas, tu nous évoquais Tarzan et il y a une sacrée exposition au musée du Quai Branly à Paris. Vous savez, le musée du Quai Branly, c'est le musée des arts premiers qu'a voulu et qu'a fait créer l'ancien président Jacques Chirac, un musée vraiment extraordinaire. Et dans cette exposition consacrée à un héros planétaire, Tarzan, vous retrouvez aussi, même beaucoup, de la bande dessinée. Lise Pressac a été notre Jane du jour. Voilà, elle s'est rendue sur place, à tout de suite. Son cri est bien connu, son histoire un peu moins. Tarzan est né il y a presque 100 ans sous la plume d'Edgar Rice Burroughs, un Américain né en 1875 avec les théories de Darwin. Le personnage de Tarzan, en effet, ne vient pas de nulle part. On est devant, là, un tableau d'un viking enlevant la femme blanche. Ça fait référence à King Kong, qui lui-même n'est pas un personnage totalement absent des romans de Burroughs. C'est un grand fantasme occidental de la fin du 19e et du début du 20e, et qu'on retrouve ici et là dans l'exposition. Homme ou animal, Tarzan est une sorte de chaînon manquant entre les deux. Personnage ambigu, il incarne un idéal érotique, mais flirte aussi avec le mythe de l'homme fort, occidental et puissant. Son humanité, il l'a acquise en enfilant une culotte, parce qu'il n'arrivait pas à échapper à sa condition d'homme imberbe, alors que ses frères étaient velus. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il y avait une différence et où il a pris conscience de son humanisation par le fait qu'il ait pu enfin enfiler une culotte et ressembler à ces quelques gravures qu'il avait vues d'hommes habillés. Et Jane voit tout à fait qu'il est d'origine noble,
il a les traits fins, le poignet fin, des manières absolument délicieuses. Et là, on est dans une explication absolument raciste, eugéniste, des rapports entre les humains. Burroughs publie 26 albums des aventures de Tarzan. Le héros traverse les époques. Au XXe siècle, ses illustrateurs dessinent un héros moderne, toujours en mouvement, qui pressent la BD de demain. C'est dû évidemment au dessin de Hogarth, au dessin de Foster et d'autres, mais surtout à ces deux-là, qui ont apporté finalement quelque chose qui a dû être peut-être, c'est une question que je pose, parce que je n'étais pas à cette époque-là, mais une folie presque à la hauteur des mangas aujourd'hui, pour cette génération qui vient, qui est faite de mouvements, d'onomatopées. Regardez Tarzan, c'est pratiquement muet, hein, il se passe très peu de choses. Les seules personnes à qui il se confie sont des animaux. Constamment en danger, sans cesse menacé par un animal vorace, Tarzan s'en sort toujours, avec pour seule arme son corps. Qu'on le mette au crocodile, il s'en sort en tuant les crocodiles, que Jane lui échappe, il la retrouve en partant à New York, qu'il y ait le feu dans les forêts de Philadelphie, il sauve Jane en passant par les arbres, enfin, il a toujours une solution au problème, et c'est en ça qu'il incarne les héros mythiques qui vont arriver, comme Batman, comme Spider-Man, comme d'autres grands personnages comme ça de la mythologie BD contemporaine. Mais on peut dire que Tarzan a un avantage sur les autres, c'est qu'il n'a pas encore d'effets spéciaux. C'est un Robin des Bois amoral d'une certaine façon. Il défend pas le pauvre et le primé. Il tue l'animal méchant, il conserve l'amitié avec les bons. Il se bat avec les méchants trafiquants, mais avec un trafiquant, pas avec les autres. Il aime beaucoup le père de Jane, qui est un colonial absolu. Bon, c'est un scientifique, mais qui travaille pour l'Occident. Et tout ça, c'est pas une critique, ça marche très bien. Aujourd'hui, l'exposition du musée du Quai Branly en fait un héros écolo avant l'heure, protecteur de la jungle et de la nature. Tarzan prône un mode de vie différent, loin d'une civilisation qu'il refuse, sans pour autant se comporter comme un sauvage, criant d'actualité. On continue nos aventures ici à la galerie Daniel Maguen et vous le voyez, Fabrice nous fait le plaisir d'une très belle dédicace. Je me suis arrêté mais je vais continuer, c'est pas grave messieurs, dames. On est à la galerie Daniel Maguen, il y a toujours beaucoup d'ambiance, c'est pour ça qu'on vient ici, et aussi pour rencontrer de grands artistes. Alors on va parler d'un chat qui a plus de 20 ans, c'est Billy the Cat, et qui a deux papas, Stefan Desberg et Stéphane Coleman. Stéphane Coleman qui est exposé ici il y a quelques semaines. C'est parti. Alors Stéphane, comment est né Billy the Cat ? C'était en 79. Donc j'ai rencontré Desberg et on s'est plu, si tu veux. Il avait une histoire qui racontait l'histoire d'un petit garçon transformé en chat. Il avait compris d'avoir vu certains de mes dessins dans de la presse nationale que j'aimais bien dessiner les animaux. Il m'a proposé le projet et hop, je m'y suis lancé avec plaisir. La difficulté, c'était que je ne voulais absolument pas tomber dans le, dans le cliché Walt Disneyen du petit chat. Donc il a fallu que je cherche, et c'était pas évident ça, de quelle façon dessiner ce petit chat pour qu'il ne ressemble pas à un personnage félin qu'on aurait vu avant le mien. Il a évolué graphiquement, et puis il a évolué aussi dans nos esprits, du fait que, au départ, le premier scénario, le scénariste est absolument responsable de tout, et de la personnalité des personnages, de comment ils pensent, de comment ils fonctionnent. Mais, très rapidement, s'installe ce que les personnages finissent par imposer par eux-mêmes. Et donc, on finissait par se retrouver à penser à des scénarios, en se disant, ah ben non, Billy va pas faire ça, ah ben non, Monsieur Hubert, il peut pas penser ça, il va faire ça. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est les personnages finalement qui finissent par, oui, finalement envie de se raconter plutôt que d'être racontés. L'humanité de Billy s'imposait à nous. Billy fonctionne comme un petit garçon qui, au départ, ne se sent pas à l'aise dans sa peau de chat, découvre un univers qui lui est tout à fait inconnu,
Monsieur Hubert, le poète des grands espaces, le chat de gouttière, qui va lui servir de mentor, qui va lui servir de second papa, lui fait découvrir un univers qui est terriblement hostile pour lui. Et l'humanité de Billy, moi graphiquement, j'ai essayé de la faire passer au plus par sa taille inscrite dans les décors. J'ai toujours aimé dessiner Billy en tout petit, dans de très grands décors, ce qui donne, et on en parlait il n'y a pas longtemps, effectivement, il y a ça dans 100p notamment, ce qui donne une humanité évidente et radicale au personnage. Petite anecdote amusante, Steven Desberg m'a souvent embêté avec ça, en me disant tu vois, je suis le papa et toi tu es la maman, c'est moi qui ai mis la petite graine. Et voilà, donc c'était un truc, ça l'amusait beaucoup. Finalement, quelque part, c'est vrai. Et donc je suis plus la maman de Billy que le papa. Le papa, c'est Steven Desberg. Il y a quelques semaines, si vous êtes amateur de tennis, vous avez évidemment suivi la très belle victoire de Roger Federer à Roland-Garros. En même temps que ce magnifique tournoi a eu lieu une exposition qui continue d'ailleurs aujourd'hui, consacrée au 9e art, à la bande dessinée et aux petites balles jaunes. Parmi les grands auteurs présents sur place, Loustal, André Chéret ou encore Chaboutet, ils nous démontrent par A ou par Z que les petites balles jaunes peuvent bien tenir dans les cases et les bulles. C'est parti. J'attends la panne au tournant quand tout va bien. C'est inquiétant, les catastrophes sont sur mes talons. Je suis un homme errant. La BD s'invite à Roland-Garros. Raquette en main, le chat Snoopy, Cédric Cubitus ou encore Spider-Man sont venus défier les Noah, Björk et autres McEnroe. Des bulles et des balles, un savoureux mélange qui consacre pour la première fois les liens entre le 9e art et le tennis. Depuis Little Nemo en 1905 jusqu'au Prince du tennis, le manga actuel, tous les héros quasiment se sont prêtés à l'exercice du tennis. Même dans Astérix, on a ce fameux petit Égyptien qui se nomme cours de tennis. On a Gigé, on a Gaston Lagaffe bien sûr, on a Jarry, Jimmy Torrent. Mais plus que ça, on a même des joueurs de tennis qui se sont faits personnages de bande dessinée. Je pense à Stan Smith ou Borg par exemple. Les deux mondes sont vraiment très liés. Du coup, ras la case, joueurs de tennis et auteurs partagent beaucoup de choses. La solitude face à l'adversaire ou à la page blanche, la beauté du geste bien maîtrisé. Pas étonnant donc que de grands auteurs comme Chéret, Franquin ou Gueuluc se soient frottés à la petite balle jaune. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand respect des auteurs pour la discipline tennis. Alors certains la traitent avec l'élégance des shorts blancs, des raquettes en bois. D'autres, plus modernes évidemment, sont dans leur temps et la traitent de façon dynamique, comme par exemple les auteurs de manga. Mais il y a un grand respect en tout cas de la discipline par les auteurs de bande dessinée, oui. Hormis peut-être notre ami Gaston Lagaffe qui, je crois, fait un match avec, à la place d'une raquette, une poubelle mécanique pour renvoyer une boulette de papier, mais Gaston, on peut lui pardonner. Car ici, tous les coups sont permis, surtout l'humour qui permet d'écarter d'un revers de crayon l'amertume de la défaite ou du coup raté. D'autres auteurs mettent en scène avec talent le rythme si particulier d'un match de tennis. Avec leur regard, tous donnent une autre dimension à ce sport. Je pense déjà au japonais Takeshi Konomi dans son Prince du tennis, qui par son graphisme, par la façon de désorganiser les vignettes, apporte un dynamisme assez unique, assez contemporain qui convient parfaitement au tennis moderne. Tout va à une vitesse assez extrême comme le tennis d'aujourd'hui en fait. Plus de 200 visuels, une scénographie originale et ludique, le musée de Roland-Garros a réussi un coup gagnant. L'exposition est ouverte jusqu'au 31 décembre, à vous de jouer. C'est la fin de cette émission sous le crayon et le talent de Fabrice Médour que vous voyez juste en ce moment, qui va nous accompagner pour ce générique de fin. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez à la galerie Daniel Maguen, vous en avez l'habitude, avec toute l'équipe que je remercie une nouvelle fois. Et vous le savez, les émissions sont enregistrées un petit peu à l'avance. Donc cette émission a eu lieu le lendemain du décès d'un de mes artistes préférés qui m'a inspiré pendant de nombreuses années. Donc chapeau l'artiste.
et j'espère à très bientôt, mais dans très longtemps. Ciao. That's the time.